Depuis près de 80 ans, l'Europe s'est construite autour d'une ambition commune: unir les peuples du continent européen pour garantir la paix, la stabilité et le progrès. Ce projet, initié après la Seconde Guerre mondiale, a donné naissance à l'Union européenne, une organisation unique dotée d'institutions qui façonnent le quotidien de plus de 448 millions de citoyens. Mais comment ces institutions fonctionnent-elles réellement? Quels sont leurs pouvoirs, leurs limites et leurs interactions? De la Commission européenne qui propose et met en œuvre les politiques communes, au Parlement européen qui représente directement les citoyens en passant par le Conseil de l'Union, la Cour de justice et la Banque centrale européenne, ce documentaire explore les rouages de l'Union et les défis auxquels elle est confrontée. Entre gouvernance démocratique, équilibre des pouvoirs et prise de décision à l'échelle continentale, plongeons ensemble dans le fonctionnement des institutions européennes pour mieux comprendre leur rôle et leur impact sur notre avenir. Nous allons commencer par voir les institutions européennes et leur fonctionnement, puis nous nous intéresserons à leur rôle, leurs compétences et leur influence au sein de l'Union européenne. Le Conseil européen est l'institution qui réunit les 27 chefs d'État ou chefs de gouvernement des États membres, le haut représentant pour la politique étrangère et la présidente de la Commission. Il se réunit au moins 4 fois par an à Bruxelles pour des réunions appelées sommets européens. Né de réunions informelles des chefs d'État et de gouvernement dans les années 70, il est institutionnalisé en 1974 sous l'impulsion du couple franco-allemand formé par Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Il est reconnu officiellement comme une institution de l'Union européenne par le traité de Lisbonne en 2007. Le Conseil assure ainsi un rôle de coordination et d'impulsion politique qui le place au sommet de la hiérarchie institutionnelle européenne. En effet, le but du Conseil européen est de définir les grandes orientations politiques de l'Union européenne. Ces impulsions guideront le travail d'initiative de la Commission. Pour ce faire, le Conseil fixe les priorités stratégiques de l'Union et gère les crises qu'elle rencontre, comme ce fut le cas pour la pandémie de la Covid-19 ou la crise de la dette en 2008. Le Conseil européen a également un rôle central en matière de politique étrangère en tant que représentant de l'Union européenne à l'échelle internationale et détermine des sanctions internationales. Enfin, il tient un rôle central dans le fonctionnement des institutions européennes car il nomme le président de la Commission, le haut représentant pour les affaires étrangères ainsi que le président du Conseil européen. Le président du Conseil européen est depuis 2024 l'ancien Premier ministre portugais, António Costa. Finalement, le Conseil européen est considéré comme une institution préservatrice de la stabilité européenne, car la plupart des décisions sont prises par consensus. La Commission européenne est au cœur du fonctionnement de l'Union européenne. Véritable organe exécutif, elle joue un rôle clé dans l'élaboration des politiques et la mise en œuvre des décisions prises à l'échelle du continent. Présidée par Ursula von der Leyen, elle rassemble 27 commissaires, un par État membre, ainsi que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui est également vice-président. Mais quel est réellement son rôle? La Commission est avant tout la gardienne des traités. Elle veille à ce que les États membres respectent les règles communes et peut, si nécessaire, engager des actions en justice devant la Cour de justice de l'Union européenne en cas de manquement. Elle détient également un quasi-monopole de l'initiative législative. C'est elle qui propose les nouvelles lois et directives européennes, soumises ensuite à l'approbation du Parlement et du Conseil. Mais son pouvoir ne s'arrête pas là. Elle est aussi responsable de la gestion du budget européen, de l'allocation des fonds et des subventions, et elle représente l'Union dans les négociations internationales. Si la Commission est souvent comparée à un gouvernement, elle s'en distingue pourtant sur un point essentiel. Elle ne reflète pas une majorité parlementaire, mais agit dans l'intérêt général de l'Union. Cette indépendance, garantie par les traités, a toutefois soulevé des interrogations sur sa responsabilité politique. Si elle n'est pas directement mise en cause par les États membres, le Parlement européen dispose d'un moyen de contrôle. Une motion de censure, bien que politiquement difficile à mettre en œuvre, peut conduire à la démission de la Commission. Enfin, pour assurer une communication efficace, la Commission est présente sur tout le territoire européen grâce à ses bureaux de représentation dans chaque État membre. En dehors de l'UE, ces délégations, gérées par le Service européen pour l'action extérieure, portent la voix de l'Union et défendent ses intérêts sur la scène internationale. Ainsi, bien plus qu'une simple administration, la Commission européenne est un pilier essentiel du projet européen, garantissant la cohésion et l'efficacité des politiques menées au sein de l'Union. Le Parlement européen,
Institution clé de l'Union européenne, représente directement les citoyens des États membres et exerce un pouvoir législatif croissant. Présidé actuellement par Roberta Metsola, députée maltaise, il est composé de 720 sièges répartis entre les États membres selon un principe de proportionnalité dégressive. Ce Parlement est élu au suffrage universel direct depuis 1979, une avancée démocratique fondamentale découlant de la décision du Conseil du 20 septembre 1976. L'organisation interne du Parlement européen repose sur plusieurs éléments fondamentaux. Il compte 26 commissions thématiques, dans lesquelles les députés travaillent sur les propositions législatives avant les sessions plénières. De plus, 48 délégations parlementaires assurent les relations avec les parlements des pays non membres de l'Union. Les députés siègent au sein de 8 groupes politiques, non pas selon leur nationalité, mais en fonction de leurs idées et affinités idéologiques. Le Parlement européen fonctionne sur un modèle proche des parlements nationaux. Son président, élu pour un mandat de 2 ans et demi renouvelable, dirige les débats et veille au respect du règlement. Il est assisté de 14 vice-présidents qui, avec lui, forment le bureau du Parlement. Chaque député européen est membre d'au moins une commission spécialisée où se déroule l'essentiel du travail législatif. Bien qu'il ressemble structurellement à un Parlement national, son pouvoir reste limité par les traités européens. Il exerce un pouvoir de contrôle politique sur l'administration européenne, interpellant la Commission et le Conseil par des questions orales, organisant des débats et des commissions d'enquête. Il reçoit également les pétitions des citoyens et nomme le médiateur de l'Union européenne. Sur le plan législatif, le Parlement partage ce pouvoir avec le Conseil de l'Union, selon la procédure législative ordinaire définie par l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que nous appellerons par la suite TFUE. Cependant, certaines décisions échappent encore à son contrôle, notamment celles où la Commission européenne agit seule en vertu des traités, ou celles où son rôle est uniquement consultatif. Dans le domaine budgétaire, le Parlement européen ne dispose pas du pouvoir de lever l'impôt, mais il codécide sur l'affectation des fonds européens, ce qui lui confère une influence considérable. Le Conseil de l'Union européenne, aussi appelé le Conseil, est l'institution qui représente les gouvernements des États membres de l'Union européenne. Il joue un rôle central dans l'adoption de la législation européenne, la conclusion d'accords internationaux, l'adoption de budgets de l'UE ainsi que dans l'élaboration de la politique étrangère et de la sécurité commune. Il assure également la coordination des politiques nationales dans des domaines spécifiques, comme l'économie ou l'environnement. Son fonctionnement repose sur une organisation rigoureuse à 3 niveaux. Les ministres des États membres prennent les décisions lors des réunions du Conseil, tandis que les ambassadeurs permanents préparent ces rencontres au sein du comité des représentants permanents. En amont, des experts nationaux examinent chaque proposition au sein de groupes de travaux spécialisés. La présidence du Conseil est assurée à tour de rôle par les États membres pour une durée de 6 mois. La Pologne occupant cette fonction jusqu'au 30 juin 2025. Les sessions du Conseil sont organisées selon différentes formations, regroupant les ministres concernés par les sujets à traiter, qu'il s'agisse d'agriculture, d'économie ou d'affaires étrangères. Le processus décisionnel repose principalement sur la majorité qualifiée, un principe selon lequel 80% des actes législatifs sont adoptés. Historiquement, le Conseil était l'organe principal de décision des communautés européennes, mais le traité de Lisbonne a clarifié sa distinction avec le Conseil européen, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement. Aujourd'hui, le Conseil partage le pouvoir législatif et budgétaire avec le Parlement européen, consolidant ainsi le fonctionnement démocratique de l'Union. Sa structure flexible permet aux ministres compétents de chaque pays de siéger en fonction des enjeux discutés, garantissant une prise de décision adaptée aux réalités nationales et européennes. Bien que de nombreuses institutions européennes soient situées à Bruxelles, d'autres villes européennes sont également à l'honneur au regard du fonctionnement européen. Parmi celles-ci, nous retrouvons notamment la ville de Luxembourg, qui contient la Cour de justice européenne, Francfort, où siège la Banque centrale européenne, ou encore Strasbourg, où se situe le Conseil de l'Europe. La Cour de justice de l'Union européenne est l'institution juridique qui interprète la législation européenne afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les pays de l'Union. Aussi, elle statue sur les différends juridiques opposant les gouvernements des États membres et les institutions de l'Union européenne. Située dans la ville de Luxembourg, elle est composée de 7 juges nommés par les gouvernements nationaux des États membres et elle possède 5 rôles principaux. Tout d'abord, elle a pour rôle d'interpréter la législation européenne.
Cela signifie concrètement que la Cour est l'organisme sur lequel se reposent les juridictions nationales pour parvenir à une interprétation unique des textes juridiques européens. Lorsqu'une juridiction a un doute sur la validité ou l'interprétation d'un acte législatif européen, la Cour de justice est là pour les aiguiller. Cette procédure sert également à déterminer si une loi ou une pratique nationale est compatible avec la législation européenne. Ensuite, la Cour de justice a également pour but de veiller à la bonne application de cette législation. Par exemple, lorsqu'elle est engagée par un État membre ou par la Commission dans un recours en manquement, la Cour va vérifier si la législation est correctement appliquée ou si un manquement de l'application de la législation est à constater. Dans le cas où elle en constate un, le pays devra y mettre fin le plus rapidement possible, auquel cas il s'expose à un second recours et à une amende. Aussi, la Cour de justice a la possibilité d'annuler des actes législatifs européens via des recours en annulation, si elle estime que l'acte en question ne respecte pas les traités de l'Union ou qu'il viole des droits fondamentaux. Il s'agit du Conseil de l'UE, de la Commission européenne et dans certains cas, le Parlement européen qui peuvent saisir la Cour pour demander ces annulations. Dans le même registre, via un recours en carence, la Cour de justice peut constater l'inaction d'un État membre ou d'une institution qui a omis d'agir alors qu'un traité l'obligeait à le faire. Il s'agit donc d'un rôle de garantie d'action. Finalement, en ordonnant des actions en dommages et intérêts, la Cour peut sanctionner les institutions de l'Union européenne pour dédommager toute personne ou entreprise ayant été lésée en conséquence de l'action ou de l'inaction de l'Union. La Banque centrale européenne, située à Francfort, joue un rôle unique dans la gestion de la politique monétaire de la zone euro. Sa mission principale est de maintenir la stabilité des prix en contrôlant l'inflation afin de garantir la croissance économique et la confiance dans la monnaie unique, qu'est l'euro. Pour ce faire, la banque fixe les taux directeurs qui influencent le coût du crédit et la circulation de la monnaie dans l'économie. Elle intervient également sur les marchés financiers en ajustant la masse monétaire, notamment par le biais d'opérations d'open market, comme l'achat ou la vente des titres financiers. De plus, elle surveille l'évolution de l'économie et adapte sa politique en fonction des risques d'inflation ou de récession. Finalement, en collaboration avec les banques centrales nationales des États membres de la zone euro, la Banque centrale européenne constitue le système européen des banques centrales et veille à la stabilité financière au sein de l'Union européenne. Nous allons désormais nous intéresser au rôle, aux compétences et à l'influence de l'Union européenne. L'Union européenne dispose des compétences qui lui sont attribuées par les traités. Cette question des compétences est un enjeu crucial car cela touche à la souveraineté des États, à la démocratie et elle est au cœur de la vie quotidienne de l'Union. Le traité de Maastricht a commencé à clarifier la question en insérant un article 5 paragraphe 1 au sein du traité sur l'Union européenne, que nous appellerons par la suite TUE, qui dispose que le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union, et que les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences. Ainsi, le principe d'attribution des compétences est le principe fondateur de la répartition, mais il est aussi le principe fondateur de l'ordre juridique de l'Union. Le traité de Lisbonne a maintenu ce principe, dans l'article 5 paragraphe 2 du TUE. Dans cet article, les États ont souhaité insister sur toutes les conséquences de ce principe d'attribution. En effet, il dispose que toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. En droit de l'Union européenne, cela signifie que la compétence nationale est le principe et que la compétence de l'Union est l'exception. Les compétences de l'Union sont donc limitativement énumérées. La conséquence de cela est que le législateur européen, avant d'adopter un acte de droit dérivé, doit toujours vérifier si l'Union est bien compétente pour adopter cet acte, et donc, dans tous les actes de droit dérivé, il est fait référence à l'article du traité qui permet à l'Union d'agir et qui fonde donc sa compétence. Ces articles du traité qui sont cités dans les actes de droit dérivé sont ce que l'on appelle la base juridique d'un acte de droit de l'Union. Le TFUE est consacré dans sa première partie aux catégories et domaines de compétences de l'Union. On a désormais une typologie tripartite, avec 3 catégories de compétences, celles qui sont exclusives, celles qui sont partagées, et celles qui sont dites d'appui ou de coordination. Une compétence est dite exclusive lorsqu'elle s'exerce dans un domaine où les États membres ont définitivement abandonné toute possibilité d'action, sauf sollicitation expresse des institutions européennes. Initialement, les traités ne qualifiaient expressément aucune compétence d'exclusive. La Cour de justice, confrontée au problème de ce qu'étaient les compétences exclusives, avait défini 2 catégories de compétences,
en distinguant celles qui sont exclusives par nature, c'est-à-dire les compétences pour lesquelles laisser une capacité d'initiative aux États membres est impossible, comme par exemple l'ensemble des compétences en matière douanière qui sont intrinsèquement liées, et les compétences exclusives par exercice, qui existent dans les domaines où la communauté a tellement légiféré que les États membres n'ont plus aucune marge d'action, donc ils se retrouvent privés de leurs compétences, car tout acte qu'ils adopteraient porterait atteinte à l'uniformité et à la cohérence du droit de l'Union, comme c'est le cas par exemple pour la politique agricole commune. Dans le traité, on trouve une liste de compétences exclusives à l'article 3 du TFUE. Cet article est exhaustif. Il inclut l'union douanière, les règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro, la conservation des ressources biologiques de la mer, la politique commerciale commune, ainsi que la conclusion d'accords internationaux dans certaines conditions. Il n'y a aucune compétence exclusive qui relève de la politique étrangère et de sécurité commune, ni de la coopération judiciaire et policière en matière pénale. Ce sont des piliers dans lesquels les États souhaitent préserver leur souveraineté et dans lesquels les décisions sont adoptées par les États principalement à l'unanimité. Les États, en principe, ne peuvent intervenir dans les domaines des compétences exclusives, sauf quand l'Union ne peut pas ou ne veut pas adopter un acte. Par ailleurs, cette disposition précise aussi que les États membres peuvent légiférer et adopter des actes pour mettre en œuvre les actes de l'Union dans les domaines de compétences exclusives. Autrement dit, l'exclusivité de la compétence ne concerne pas la compétence d'exécution des États. Les compétences partagées sont les modalités de droit commun de la répartition des compétences, et cela est précisé par l'article 4 paragraphe 1 du TFUE, qui énonce que l'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui n'est pas visée aux articles 3 et 6. Dans ces domaines de compétences, les États peuvent adopter des actes, mais l'Union aussi. Toutefois, la compétence de l'Union et des États membres n'est pas simultanée. C'est une compétence dite successive. Quand il y a compétence partagée, les États et l'Union peuvent légiférer, mais les États membres peuvent agir tant que l'Union n'a pas adopté un acte. À partir du moment où elle a adopté un texte, les États perdent toute compétence normative dans ce domaine. Autrement dit, il existe une question temporelle en matière de compétences partagées. Il faut distinguer l'existence de la compétence de l'exercice de cette compétence. L'article 4, paragraphe 2 du traité énumère les compétences partagées. Il s'agit d'une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, cet article précise que l'Union dispose d'une compétence partagée pour tout ce qui n'est pas mentionné dans les différentes listes. On peut citer par exemple le marché intérieur, la politique sociale pour les aspects définis dans le présent traité, la cohésion économique, sociale et territoire, l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer, l'environnement, la protection des consommateurs, les transports et bien d'autres encore. La politique étrangère n'est rattachée explicitement à aucune des catégories, car il s'agit d'une matière sensible pour les États, donc c'est une compétence qui est à proprement parler innommée, car elle ne relève pas des compétences exclusives, ni des compétences partagées au sens strict, et ce n'est pas une compétence d'appui, donc elle se démarque de toutes les autres politiques que l'Union met en œuvre. Selon l'article 2, paragraphe 5 du TFUE, dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leurs compétences dans ces domaines. L'Union dispose des compétences qui sont minimales pour compléter l'intervention des États membres si cela s'avère utile ou nécessaire, dans des domaines qui sont différents de ceux des compétences exclusives ou partagées. Ce sont des domaines où l'UE est peu compétente, et les États exercent dans ces domaines, mais parfois, ils peuvent avoir besoin d'un appui. Quelques domaines sont limitativement énumérés à l'article 6 du TUE, comme la protection ou l'amélioration de la santé humaine, l'industrie, la culture, le tourisme, l'éducation, la protection civile et la coopération administrative. L'Union européenne se caractérise par sa diversité culturelle et linguistique, et les langues parlées dans les pays de l'UE constituent un élément essentiel de son patrimoine culturel. L'Union compte 24 langues officielles et de travail. Tout commence en 1957. Lorsque l'allemand, le néerlandais, le français et l'italien sont reconnus comme langues de travail officielles, suivis de l'anglais et du danois en 1973. Depuis, leur nombre n'a cessé d'augmenter avec l'adhésion de nouveaux pays. Aujourd'hui, 24 langues sont officiellement reconnues, la dernière ajoutée étant le croate, en 2013. Les langues officielles de l'Union européenne sont celles utilisées dans les institutions, ainsi que dans les documents officiels. Tous les documents officiels doivent donc être traduits, au minimum dans les 24 langues officielles.
Cela est primordial afin de permettre aux citoyens de pouvoir communiquer avec les institutions. De plus, les interventions au sein des institutions sont également traduites afin de permettre à tous les États membres de pouvoir participer. En effet, les langues officielles de l'Union facilitent les échanges et la coopération entre les États membres et permettent de promouvoir le multilinguisme. Elles sont également nécessaires afin d'assurer l'égalité entre les États membres, puisque ces derniers ont tous au moins une langue officielle du pays reconnue comme langue officielle de l'Union européenne. En effet, chaque État décide des langues officielles sur son territoire. Ils ne peuvent cependant choisir qu'une seule de leurs langues comme langue officielle de l'Union européenne. C'est notamment le cas du luxembourgeois, qui est une des langues officielles du Luxembourg, mais qui n'est pas reconnue comme langue officielle de l'Union. Si l'Union européenne compte 24 langues officielles, 3 d'entre elles dominent les échanges de travail, le français, l'anglais et l'allemand. Malgré le Brexit, l'anglais demeure une langue de travail officielle au sein des institutions de l'Union européenne. La politique de l'Union européenne est diversifiée du fait de l'existence de différents groupes politiques au sein du Parlement européen. Tout comme dans les parlements nationaux, les eurodéputés siègent en groupes politiques. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils ne sont pas eux-mêmes affiliés à un parti politique. En effet, c'est leur parti national qui est rattaché à un parti politique européen. Mais, pour qu'un groupe puisse exister, il est nécessaire d'avoir au moins 23 députés venant d'au moins un quart des États membres. De plus, un député ne peut appartenir qu'à un seul groupe politique. Cependant, les députés peuvent décider de former un nouveau groupe ou d'en changer un à tout moment pendant la législature. Certains, en revanche, n'appartiennent à aucun groupe politique. Ils sont appelés les non-inscrits. Pour fonctionner efficacement, les groupes politiques se dotent d'un président, d'un bureau et d'un secrétariat. Ils peuvent également nommer des représentants pour participer aux discussions concernant les sujets plus stratégiques. En effet, ces groupes politiques jouent un rôle central au sein du Parlement, puisque les députés appartenant à un groupe parlementaire peuvent bénéficier de ressources supplémentaires, mais également d'une influence plus importante dans les négociations et les prises de décision. Ainsi, ils jouent un rôle important dans l'établissement de l'ordre du jour du Parlement, ils disposent de plus de temps de parole pendant les débats et peuvent proposer des amendements aux rapports votés. Ils décident également de la création des commissions et des délégations parlementaires. Aujourd'hui, le Parlement européen compte 8 groupes politiques. Le groupe comportant le plus de députés est le Parti populaire européen avec 188 députés qui regroupe des partis de centre, centre-droite et de droite d'inspiration démocrate chrétienne et libérale conservatrice. Celui-ci est suivi de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates qui rassemble 136 députés issus de partis sociaux-démocrates. En ce qui concerne le domaine de la diplomatie, l'UE se positionne comme un acteur de régulation des affaires internationales. Elle assure une stabilité diplomatique de par plusieurs institutions majeures compétentes, telles que le Conseil européen, qui organise les orientations majeures des États, le Conseil de l'UE, qui coordonne les politiques étrangères et de sécurité. Pour assurer une influence diplomatique, l'Union possède plusieurs outils. Ils sont institutionnels, économiques et normatifs. Mais la politique étrangère et de sécurité commune constitue le levier principal de son action diplomatique, bien que celle-ci reste largement intergouvernementale. L'acteur central de cette politique est le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, actuellement Kaja Kallas. Elle est chargée de coordonner et de représenter la diplomatie européenne sur la scène internationale et l'action extérieure de l'Union, présidant le Conseil des affaires étrangères et dirigeant le Service européen pour l'action extérieure. Le haut représentant est aussi un membre à part entière de la Commission, puisqu'il en est le vice-président et est nommé par le Conseil européen à la majorité qualifiée pour un mandat de 5 ans. Son rôle est de contribuer à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune, en proposant des solutions aux 2 conseils. Il possède aussi un rôle de représentation de l'Union pour les questions relevant de la PESC. Au nom de l'Union, il exprime la position de celle-ci dans les organisations internationales. Toutefois, ses pouvoirs restent limités par la nécessité d'un consensus entre les États membres. En effet, la PESC demeure une compétence intergouvernementale nécessitant l'unanimité au sein du Conseil de l'Union européenne. En tant qu'acteur économique mondial majeur, l'Union dispose également d'outils économiques et commerciaux influents comme les accords d'association, les sanctions et sa politique d'aide au développement qui lui permettent d'exercer une pression diplomatique. En matière de compétences,
La diplomatie relève principalement des États membres, mais certaines compétences sont partagées, notamment en matière de commerce extérieur et de coopération au développement. Contrairement à la PESC, la politique commerciale commune est une compétence exclusive de l'UE. Cette distinction reflète les tensions entre la volonté d'une diplomatie européenne unifiée et la souveraineté des États membres. L'Union, à travers ses différents outils diplomatiques, souhaite s'affirmer sur la scène internationale comme un acteur influent des relations diplomatiques, promouvant la paix, les droits de l'État et l'État de droit. Toutefois, cette ambition se heurte à des défis institutionnels tels que la nécessité d'unanimité pour la PESC, un frein à la réactivité des États membres, notamment lors de la guerre en Ukraine. Bien que l'Union ait fait usage d'outils économiques et commerciaux vis-à-vis de la Russie en imposant des sanctions économiques, notamment sur le gaz, l'électricité et les avoirs russes, les intérêts divergents des États membres ne permettent pas à l'Union d'agir en une voie commune. En conclusion, le trio institutionnel européen, composé de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, occupe une place centrale dans l'élaboration, l'adoption et l'application des politiques et normes de l'Union. La Commission, en tant qu'organe exécutif, a le monopole de l'initiative législative et veille à la bonne mise en œuvre des normes en vigueur via les comités de la comitologie. Le Parlement européen, représentant les citoyens de l'Union, et le Conseil, représentant les États membres, examinent, amendent et adoptent les propositions législatives de la Commission. Ce fonctionnement repose sur un équilibre entre système communautaire et intergouvernementalisme. Il permet de garantir l'efficacité décisionnelle et la légitimité démocratique. Malgré certaines critiques sur sa complexité, ce système permet de concilier les intérêts des citoyens et des États membres pour construire une Europe unie et fonctionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre davantage sur les enjeux de sécurité et de défense internationale. Si notre travail vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire pour nous donner votre avis. Pensez également à nous suivre sur notre Instagram @SorbonneONU pour ne rien manquer de nos événements, projets et prochaines vidéos.